Bonjour à tous et bienvenue au Hub des Territoires. Je suis Olivier Sichel, je suis directeur de la Banque des Territoires et je vous présente aujourd'hui un événement particulier dans ce lieu. Donc, on a créé l'an passé et qui veut être l'endroit où on puisse partager, échanger sur nos pratiques de façon innovante avec les territoires. C'est pour ça que ça s'appelle le Hub des Territoires, pour les territoires. Et donc, on réunit ici des élus, des maires, des présidents de conseils départementaux, des députés, des sénateurs. Et on réunit ici le monde de l'entreprise et principalement les startups pour investir au mieux et développer les territoires. Et donc, aujourd'hui, on a un événement très particulier sur la santé numérique. Et je laisse tout de suite la parole à mon camarade et collègue au comité exécutif de la Caisse des dépôts, Michel Yael. Merci, bonjour, je suis le directeur des politiques sociales du groupe, de la Caisse des dépôts, pardon, pas du groupe encore, ça viendra peut-être. Nous sommes chargés de coordonner les activités de la maison dans la sphère médico-sociale et en particulier dans la santé. Et donc nous avons eu l'idée avec Olivier et nos collaborateurs de réunir virtuellement la communauté des entreprises numériques en santé qui sont aidées, soutenues, appuyées par une des entités du groupe, à commencer par les investisseurs de la Banque des Territoires ou de BPI, mais aussi les industriels, en particulier de la Poste, et des entités qui lui sont rattachées, ou d'ICAT Santé. Je m'excuse, j'ai un peu mal au dos, donc j'essaye de trouver une solution à mon problème habituel en la matière, pour que tout le monde fasse connaissance, échange les bonnes pratiques. Et pour ce faire, nous avons eu l'idée de lancer une cartographie qui va vous être présentée tout à l'heure, pour que chacun puisse se repérer par activité, par segment, et ainsi déboucher sur des solutions opérationnelles ou des coopérations qui permettent à chacun de grandir et à nous de mieux vous aider en comprenant ce que nous faisons, en le comprenant davantage que ce que nous pouvons faire en étant séparés, fût-ce en période de Covid, parce que tout le monde n'est pas là présentement et donc c'est un peu difficile de faire les choses à distance, mais la distance n'empêche pas le talent, l'écoute, l'échange. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour travailler dans cette perspective et je crois qu'on va commencer par découvrir cette cartographie et voir ce que nous pouvons en faire d'un point de vue opérationnel tous ensemble pour le bien commun de nos activités d'intérêt général. Merci beaucoup. Et nous appelons Adelphe de Taxi du Poète qui va nous expliquer le menu de cet après-midi de manière un peu plus opérationnelle. Après s'être débarbouillé les mains, comme chacun d'entre nous. Adelphe. Oui, bonjour à tous et bonne année à chacun d'entre vous. Cette manifestation qui effectivement devait se tenir en présentiel et on est un peu frustré du contexte dans lequel nous nous trouvons, mais néanmoins la cartographie qu'on va vous présenter nous paraît être un outil, déjà un premier outil en tout cas, de valorisation de ce que nous pouvons faire collectivement au sein du groupe Caisse des dépôts, sachant qu'on aura un deuxième temps à la fin de cette présentation pour amorcer des thématiques sur lesquelles on pourra travailler dès lors que la situation sanitaire nous le permettra, de manière à effectivement, comme le disait Michel à l'instant, être en capacité de mieux vous accompagner et créer la valeur. Avant la présentation de cette cartographie, peut-être quelques mots sur ce schéma qui est un petit peu compliqué, mais qui nous paraît très intéressant parce que vous y voyez au cœur, dans le premier cercle, l'ensemble des entités qui interviennent et investissent dans des entreprises de santé numérique, donc la Banque des Territoires au premier chef, DocaPost, la Poste Santé, la CNP et BPI France, mais aussi, plus petite et cachée par Olivier, des entreprises qui sont intéressées elles aussi au développement de la santé numérique pour enrichir leur offre de travail. Et dans le deuxième cercle que nous avons défini grâce à l'aide de nos amis de EY, les appuis et les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner le développement de la santé numérique au profit bien évidemment de l'efficience du système de santé et au profit de nos concitoyens. Le premier rond, un premier cercle en tout cas, qu'on voit en bas est le plus traditionnel pour notre groupe, c'est celui de l'appui aux entreprises à travers les hubs, dans le hub des territoires dans lequel nous sommes, mais aussi les accélérateurs et les incubateurs les accélérateurs et les incubateurs
de BPI France, de DocaPost, principalement d'ailleurs de BPI France et de DocaPost. Le deuxième pôle que l'on voit, c'est l'hébergement et l'analyse des données de santé. Là, pour le coup, nous avons deux opérateurs que sont d'une part CDC informatique ou informatique CDC, je ne sais jamais dans quel sens il faut le dire, et DocaPost qui sont tous deux labellisés pour l'hébergement des données de santé et leur traitement. Donc c'est quand même un point d'appui qui nous paraît très intéressant pour développer les entreprises de santé numérique. Le troisième, ce sont les plateformes digitales et les composants techniques, notamment tout ce qui concerne le e-consentement et l'interopérabilité, où là aussi nous avons aussi des compétences. Le troisième est là très clairement celui de la Poste et de la Banque des Territoires, puisqu'il s'agit de tout ce qui concerne l'accompagnement au domicile du citoyen. Et là, pour le coup, on a une très grande proximité, soit à travers la Poste et ses postiers, soit à travers la Banque des Territoires et sa présence territoriale, une capacité à déployer les solutions sur le territoire qui nous paraît être un outil sur lequel il faudra bien évidemment que l'on travaille tout à l'heure, ou en tout cas à l'avenir. Le cinquième sujet concerne est plus prospectif, on va dire. C'est l'idée d'avoir des plateformes digitales. C'est un sujet que connaît bien la direction des politiques sociales, puisque c'est sa grande spécialité, c'est de développer des plateformes d'inclusion avec cette dimension d'inclusion. Et on peut penser par exemple à la plateforme Mon Parcours Handicap, qui est une plateforme justement très inclusive parce que permettant à des publics porteurs de différents handicaps d'y avoir accès. Et le dernier point, je l'ai déjà évoqué, ce sont les expertises qui peuvent être apportées par l'ensemble de nos filiales techniques, qu'il s'agisse d'ICAD Santé, qui est plutôt porteur construit des murs, de Transdevelsker, qui elle est une entreprise qui fait du transport sanitaire, ou d'Arpavi Innovation, qui est une structure qui a comme ambition de développer l'innovation, notamment de santé numérique, dans le médico-social. Voilà, pour ma part, j'en ai fini. J'appelle donc nos amis de EY qui vont nous présenter la cartographie avec une alternance assez rapide entre leur propre présentation et des interventions de start-up qui ont bien voulu, pour certaines d'entre elles, qui ont pu venir jusqu'à nous, pour illustrer le propos de cette cartographie. Je vous remercie et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Adelph. Donc effectivement, 27 entreprises en santé numérique sont intégrées dans le périmètre de cette cartographie et sont soutenues par les différentes entités du groupe Caisse des Dépôts qui viennent de vous être présentées. Nous voulions en préambule encore remercier tous les dirigeants et les collaborateurs de ces entreprises qui ont bien voulu nous accorder de leur temps pour préparer cette cartographie et l'annuaire des participations qui le suivra. Pour rentrer dans le cœur du sujet, nous avons structuré la cartographie qui va vous être présentée autour d'un parcours prévention santé d'un citoyen. Cette présentation visuelle, elle répond à deux grands objectifs. Le premier, c'est de disposer d'une grille de lecture claire et partagée sur cette cartographie, sur les étapes d'un parcours et sur la manière dont les entreprises s'y positionnent et portent leurs valeurs. Le deuxième, et il est au cœur de l'objectif du groupe Caisse des Dépôts que venait de présenter Adelph, il est d'identifier plus facilement des opportunités de partenariat et des synergies qui pourraient avoir lieu entre des entreprises qui sont positionnées sur des étapes successives de ce parcours. On peut également noter qu'il y aura des entreprises qui ne sont pas spécifiquement positionnées sur une étape du parcours parce qu'elles adressent des enjeux plus larges comme l'hébergement ou le traitement des données de santé. Pour le mettre en lumière, une deuxième cartographie dédiée aux enjeux du système de santé vous sera présentée par la suite. Pour revenir sur le parcours santé-prévention que nous vous introduisions à l'instant, il est structuré autour de deux grandes parties. Une situation qu'on va dire nominale, dans laquelle le patient est en bonne santé, ou tout du moins dans son état de santé quotidien, bien qu'il puisse avoir des difficultés dans le cadre d'une maladie chronique ou lorsqu'il vit avec des séquelles d'une précédente maladie. Néanmoins, c'est finalement son jour le jour qui se traduit ici. Et puis une deuxième partie, que nous avons appelé un état déséquilibré, parce que le patient, le citoyen, fait face à une nouvelle problématique de santé. Ça peut prendre de nombreuses facettes, bien évidemment, un accident, une nouvelle maladie ou encore la dégradation d'une maladie chronique. Néanmoins, il s'agit d'un cas spécifique qui nécessite une prise en charge dédiée. Évidemment, ce parcours il vise à alterner au cours du temps en ayant d'une part des situations nominales puis des situations déséquilibrées, mais il permet d'avoir une grille de lecture partagée.
Très rapidement, sur la partie nominale que vous retrouvez en bas de ce schéma, on retrouve des étapes tout à fait courantes de prévention, d'information, de prise de rendez-vous quotidien, comme par exemple pour un dépistage, ou encore de suivi au long cours d'un patient. On peut notamment ici citer par exemple la télésurveillance de maladies chroniques, que ce soit pour du diabète, de l'insuffisance cardiaque ou encore des maladies rénales. Sur la partie du haut, vous retrouvez là toutes les étapes liées au déséquilibre qui vont de l'entrée d'un patient dans sa prise en charge jusqu'à son retour au domicile lorsque son état s'est stabilisé. Bien sûr, c'est un parcours qui peut être beaucoup plus complexe, qui peut avoir lieu à la fois en ville, à l'hôpital ou dans le cadre de prise en charge à la fois libérale et hospitalière. Néanmoins, les étapes qu'on souhaitait souligner ici, elles nous semblent tout à fait communes, avec un appui au diagnostic médical, une prise en charge complète qui peut prendre de nombreuses dimensions, depuis la réalisation d'un acte biologique jusqu'à une opération, et enfin l'appui à la délivrance des traitements. Voilà, l'idée était ici de vous présenter ce parcours qui va structurer la cartographie que l'on va partager. Et pour cela, je vous propose de passer la parole à Nial, qui va vous introduire la matrice et la cartographie avant d'accueillir nos premiers intervenants. Merci Aurélien et bonjour à tous. Donc effectivement, cette cartographie présente de façon matricielle l'ensemble des entreprises soutenues par le groupe Caisse des dépôts, selon les étapes du parcours prévention santé que vient de présenter Aurélien. Et nous vous proposons de réaliser le dévoilement de cette cartographie de façon itérative, selon l'entité du groupe Caisse des dépôts et en prime participation. Donc vous retrouverez en rouge les entreprises qui sont soutenues par la Banque des Territoires, en bleu roi les entreprises soutenues par DocaPost, qui est une filiale du groupe La Poste, en bleu-gris, les entreprises soutenues par l'ensemble du groupe La Poste et notamment par La Poste Santé. En vert, l'entreprise soutenue par CNP Assurance, qui est également une filiale du groupe La Poste. Et enfin, en jaune, les entreprises soutenues par la BPI France. Vous noterez également qu'une entreprise peut être soutenue par plusieurs entités du groupe Caisse des dépôts. Et nous l'avons illustré grâce à un petit visuel si les participations prises par le groupe sont majoritaires ou minoritaires. Pour la Banque des Territoires, nous avons positionné les étapes du parcours adressées par l'ensemble des participations et je vais laisser la main à Pierre Ornu, CEO de CEMEA, qui facilite le suivi à distance des patients. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Ornus, donc je suis le CEO de CEMEA. On est environ une trentaine entre Paris et Toulouse. Notre mission, elle est relativement simple, mais aussi ambitieuse. C'est de permettre à chaque Français, partout dans le territoire, d'avoir un suivi médical de qualité. C'est vraiment ça notre objectif. Et dans ce cadre-là, nous, ce qu'on essaie de faire, ce à quoi on s'adresse, c'est vraiment la donnée, le dit de parcours. Alors, données de parcours, c'est quoi? C'est les données qui sont reliées aux patients en dehors de l'hôpital. À l'hôpital, vous êtes examiné, les données sont centralisées, mais dès que vous sortez de l'hôpital, les équipes de soins ont souvent du mal à savoir ce qui se passe. Donc pour faire ça, on a construit une plateforme de collecte et de traitement de données de parcours, c'est-à-dire les données de traitement, quel traitement vous prenez, quel examen vous faites, voilà, des choses comme ça, quel résultat biologique d'analyse de sang vous avez. Donc ça, on va réussir à le capter, à le collecter, et puis à le traiter, le normaliser, puis le restituer aux équipes de soins, enrichis éventuellement d'algorithmes, règles cliniques simples ou d'IA plus ambitieuses. Alors comment on fait ça? On n'a pas souhaité créer un nouveau canal, un nouveau logiciel qui se rajoute aux nombreux logiciels. En fait, on se greffe au flux, aux données de l'assurance maladie ou des laboratoires d'analyse qu'on va retraiter, qu'on va vraiment rendre intelligible et exploitable pour les équipes de soins. Donc on fait ça de manière assez agnostique selon les pathologies. On va être sur les maladies rénales, les maladies mentales, les cancers, voilà, un ensemble de pathologies comme ça. Et on va soit les restituer en direct, soit à travers des logiciels de partenaires. Aujourd'hui, on a un premier débouché qui est la télésurveillance, c'est-à-dire le fait pour un médecin ou une équipe de soins de suivre un patient à distance. Mais c'est un premier débouché. Et aujourd'hui, l'objectif qu'on a et qu'on essaye de s'assigner, c'est de déployer ça beaucoup plus largement, avec par exemple des travaux sur comment est-ce qu'on peut aider un médecin dans sa décision médicale avec les données qu'on récupère pour avoir un algorithme de parcours de soins qui lui propose tel ou tel parcours, ou encore des choses sur la consultation. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui notre objectif,
et on est ravis d'être intégrés au hub et toutes les entreprises qui sont présentes, puisque on a déjà commencé avec certaines d'entre elles, on a sûrement beaucoup de choses à faire pour que cette technologie soit déployée et utilisée sur le territoire au maximum. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation de Semeya. Et puis je vous propose de passer la parole à Antoine qui va poursuivre le dévoilement de ces entreprises avec dans un premier temps DocaPost et puis d'autres interventions à venir. Bonjour. Donc oui, effectivement, nous allons continuer la présentation de cette cartographie par les entreprises soutenues par DocaPost. Vous pouvez remarquer que la Adobis Group n'est pas positionnée en fait sur une des étapes du parcours santé-prévention, mais se positionne plutôt sur les grands défis du secteur santé. Donc nous aurons l'occasion de revenir dessus plus tard dans la présentation. Le groupe La Poste, quant à lui, intervient soutient 4 entreprises au travers de participations minoritaires et majoritaires, au travers de sa holding La Poste Santé. Et pour avoir une illustration sur cette participation, nous allons accueillir Alexandre Falzon, qui est CEO de Nouvelle e-Santé, entreprise soutenue par le groupe La Poste et BPI France. Nouvéal est l'éditeur d'une plateforme de télésuivi dématérialisant le parcours de soins patients. Donc Alexandre, bonjour. Bonjour à tous. Donc Alexandre Falzon, CEO et cofondateur de la société Nouvéal. Donc Nouvéal, c'est une société qu'on a créée en 2013 et aujourd'hui on compte à peu près 43 collaborateurs. Donc en fait, Nouvéal, c'est avant tout un éditeur d'une plateforme universelle de télésuivi qui va adresser en fait différentes étapes dans le parcours du patient. On intervient en amont concernant, je dirais, la digitalisation du parcours administratif à travers une préadmission en ligne. Et par la suite, on accompagne le patient aussi bien avant qu'après un acte médical ou une hospitalisation, une chirurgie ambulatoire, donc à travers un module de préparation cognitive et médicale, donc tout ce qui est pré-hospitalisation, et aussi bien évidemment à travers un module de suivi médical, donc à travers notre module de post-hospitalisation, qui est en fait le module qui a été déployé dans le cadre de la crise sanitaire que l'on connaît encore aujourd'hui, malheureusement, la crise Covid, à travers la plateforme Covidom, qui a permis de suivre aujourd'hui plus de 3 millions de personnes à distance. Voilà, donc Nouvéal, en fait, si vous voulez, notre expertise, c'est avant tout donc l'accompagnement de la transformation digitale du système de santé. Et nos convictions, c'est qu'aujourd'hui, on reste persuadé que le parcours de soins connectés, il améliore en fait considérablement la prise en charge des patients, mais aussi il améliore, je dirais, dans la vie de tous les jours, l'organisation des professionnels de santé. Donc on intervient aussi bien auprès du patient à travers les établissements de santé, mais aussi on accompagne l'ensemble des professionnels de santé dans le suivi de ces patients. On se positionne sur un parcours santé-prévention à travers différentes étapes, comme on peut le voir. Et pour terminer, on a déjà aujourd'hui créé plusieurs synergies avec les filiales du groupe. On travaille avec Tikizi, avec Mes Médicaments Chez Moi, Icanopé, DocaPost, WeThings, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on a émis des suggestions pour un accompagnement peut-être à travers le groupe auprès des tutelles, ARS, CPTS, CPM, CNAM, qui sont des institutions pas forcément toujours évidentes à adresser. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la société Nouvéal. Très bien, merci Alexandre, c'est très intéressant, très clair. Nous allons poursuivre la présentation de cette cartographie par la révélation du positionnement de l'entreprise soutenue par CNP Assurance, donc entité du groupe La Poste, et ainsi que par BPI France. Il s'agit d'H4D. Donc H4D propose des solutions de télémédecine au travers de cabines médicales connectées. Et pour nous en dire plus, nous accueillons Franck Bodino, CEO d'H4D. Bonjour.
C'est bon. Bonjour, donc permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Franck Bodino, moi je suis médecin. Initialement, j'ai créé H4D en 2008 pour répondre à cette problématique de l'accès aux soins. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui H4D, notre mission, elle est simple et elle n'a pas changé. C'est favoriser l'accès aux soins partout là où les gens en ont besoin. Donc pour ce faire, en tant que médecin, j'ai inventé les premiers cabinets médicaux connectés qu'on appelle des consultations. Et ce qui permet en fait à un patient de recevoir via un médecin, puisqu'on s'occupe vraiment des deux côtés du stéthoscope, côté patient, côté médecin, un véritable examen clinique à distance. C'est-à-dire que quand le patient entre dans la cabine, il y a toute une instrumentation autour qui permet à un médecin à distance d'écouter le cœur, les poumons de son patient, lui prendre sa tension, son oxymétrie de pouls, etc., etc. Et pendant 9 ans, on a aussi développé ce qu'on appelle la télésémiologie. Donc aujourd'hui, on est le seul acteur en Europe à faire ce qu'on appelle de la télémédecine clinique. C'est-à-dire qu'on enseigne aux médecins comment palper un ventre à distance, une épaule, etc. Et donc aujourd'hui, on peut se targuer d'être les seuls à, quand le patient entre dans notre écosystème, le médecin à distance peut lui faire 98% de ce qu'il fait dans son cabinet aujourd'hui. Donc, ce n'est pas uniquement la technologie, c'est aussi la formation des médecins. Au-delà de la cabine qui ressemble plutôt à une mini-clinique, et aujourd'hui H4D est vraiment l'acteur de référence dans les territoires, à savoir que, jusqu'à preuve du contraire, on est les seuls à travailler avec les départements, les régions, pour des multi-déploiements donc, dans des territoires pour favoriser l'accès aux soins. Ce qui est important, c'est qu'on ne pose pas des cabines, on construit un écosystème de coordination des soins, que ce soit en soins primaires ou secondaires, que ce soit en médecine générale ou de spécialité. On a aussi des mini-cabines pour des sites ou des espaces ou des collectivités plus petites. Et là, on est en train on a même déployé, ça y est, nos premiers kits pour pouvoir suivre les patients, toujours intégrés avec la même qualité, c'est-à-dire dispositif médical de classe 2, dans une même plateforme et pouvoir suivre les patients jusque chez eux. Voilà. Merci. Merci Franck. C'est très intéressant également. Pour finaliser la cartographie de ces entreprises soutenues par le groupe Caisse des dépôts, on va révéler le positionnement des 15 entreprises soutenues par PPI France. Et nous allons accueillir Marine Coty-Eslou, qui est à distance avec nous, fondatrice et CEO de Lucine. Elle va nous présenter Lucine, qui est une entreprise qui propose des thérapies digitales. Bonjour Marine. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir d'être avec vous, même si je suis en distanciel aujourd'hui. Écoutez, voilà, je m'appelle donc Marine Coty-Eslou, je suis CEO et cofondatrice de la société Lucine. Donc Lucine est une entreprise qui fabrique ce qu'on appelle des thérapies numériques. Donc je vais peut-être prendre 2 minutes pour vous expliquer ce qu'est une thérapie numérique. Donc une thérapie numérique, ce sont des traitements, donc vraiment des traitements au sens symptologique du terme, des traitements qui sont des logiciels capables d'agir sur un symptôme ou une maladie de manière directe. Et d'ailleurs, la plupart des études cliniques aujourd'hui se font en confrontation avec des traitements conventionnels de type molécule. Lucine, du coup, fait partie de cette génération de produits qui a aujourd'hui une petite, on va dire, entre 5 et 6 ans d'existence répartis entre la France et l'Europe et travaille principalement sur la prise en charge de la douleur et notamment de la douleur chronique. Donc, on a plusieurs indications. Une première indication médicale dans la prise en charge de tout ce qui va être endométriose, donc douleur pelvique périnéale féminine, douleur intime féminine, pour accompagner effectivement ces femmes qui aujourd'hui n'ont plus aucun traitement sur lequel elles sont répondantes. Pour information, ça représente une femme sur 10 aujourd'hui et plus de 75% d'entre elles n'ont aucun traitement de référence permettant de réduire leur douleur et donc d'avoir une vie relativement normale une fois par mois. Donc effectivement, ça c'est notre première indication médicale. Et notre deuxième indication va, elle, être plus transversale et être vraiment sur la douleur chronique et notamment la maladie douleur chronique. Effectivement, l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, a identifié que 25% de la population mondiale souffrait d'un désordre interne dans la moelle épinière qui faisait qu'il y avait une hyperalgie, donc un corps qui va surexprimer une douleur et qui va du coup créer une maladie qu'on va appeler la douleur chronique. Et donc, on va effectivement faire partie au niveau mondial des premiers traitements efficaces pour effectivement soulager ces patients atteints de douleur chronique à travers le monde. Donc, ce sont nos 2 grosses indications et aujourd'hui, nous commençons à travailler sur des indications en dehors de la douleur chronique qu'on va appeler indications du système nerveux central, nous permettant de commencer à travailler sur d'autres problématiques, notamment en santé mentale, pour ne citer que.
Donc, nous sommes effectivement spécialisés dans cet écosystème qui est, comme vous l'avez compris, très récent, qui a été également recommandé, et je tiens à le souligner, par le CSIS, donc notre Conseil stratégique en santé, qui a indiqué qu'effectivement, au même titre que les CAR-T-cells, qui sont toutes les thérapies géniques, eh bien, nous faisions partie des thérapies d'avant-garde sur toutes les maladies neurologiques, donc en lien effectivement avec le fonctionnement du cerveau. Et nous sommes très fiers aujourd'hui car Lucine est considéré comme l'un des pionniers au niveau européen sur effectivement cette notion de thérapie numérique d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue études cliniques, avec des investissements que nous avons choisi de faire à la fois pour la filière, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons fait le choix de travailler pour le groupe et pas simplement pour Lucine. Donc, travailler effectivement pour tous nos chercheurs français qui, sachez-le, aujourd'hui, font partie des meilleurs du monde pour travailler sur les thérapies numériques aujourd'hui, pour travailler sur toutes ces belles entreprises, et il y en avait certaines qui étaient citées, qui sont également des thérapies numériques et qui aujourd'hui vont pouvoir proposer des thérapies extraordinaires sur la prise en charge de ces maladies sur lesquelles vous n'avez pas de traitement à ce jour. Et nous avons effectivement décidé de créer, de structurer une filière d'accompagnement pour faire en sorte que nos savoir-faire français et européens puissent rayonner à travers le monde. Donc ça, effectivement, pour nous, c'est quelque chose d'important. Les synergies, bien sûr, les synergies, c'est travailler ensemble en tant qu'entrepreneur, c'est travailler avec vous, Caisse des dépôts, pour porter cette influence qui va être importante lors de la présidentielle qui est portée par la France au niveau de l'Union européenne sur les prochains mois. Porter une synergie pour effectivement avoir des conditions de remboursement en France qui donnent envie aux entreprises américaines qui sont aujourd'hui prêtes à venir proposer ces solutions sur notre territoire de venir en France pour proposer le meilleur à nos citoyens. C'est proposer un alignement réglementaire au niveau de l'Union européenne pour ne pas en faire un gros truc qui fait peur à tous les entrepreneurs, mais un véritable marché concurrentiel nous permettant de nous positionner face aux États-Unis et face à l'Asie du Sud-Est, parce que je pense que l'Union européenne et notamment la France ont beaucoup à donner et que c'est grâce à des acteurs comme vous et comme BPI qu'on va réussir effectivement à faire en sorte de prendre notre place d'un point de vue réglementaire et bien sûr, je le dis et je le remercie encore aujourd'hui, d'un point de vue financier, parce que sans votre aide en dilutif ou en non dilutif, toutes ces belles sociétés que nous venons de voir n'existeraient pas. Voilà, merci beaucoup. Merci Marine, c'est très intéressant, on a hâte de voir ce qui va se passer dans les années futures. Donc, nous pouvons maintenant retrouver l'ensemble de la cartographie de toutes les entreprises soutenues par le groupe Caisse des dépôts. Cette cartographie sera bien sûr intégrée dans l'annuaire qui vous sera communiqué, qui est en cours de finalisation et qui vous sera transmis. Donc. Et vous aurez l'occasion de retrouver dans cet annuaire l'ensemble des fiches entreprises qui ont été rédigées et construites avec vous lors de nos différents entretiens. Et donc, je vais laisser la parole à Raphaël qui va nous parler des défis du secteur de la santé. Merci beaucoup, Antoine. Donc, en effet, pour compléter la perspective qui vous a déjà été donnée sur les étapes du parcours prévention santé, nous avons adopté une seconde cartographie qui, elle, va adresser les défis du système de santé. Pourquoi? Parce que certaines entreprises ne se positionnent pas sur l'une ou plusieurs étapes du parcours de santé tel qu'il vous a été décrit. En revanche, elles vont adresser certains défis parmi ceux qui vous sont présentés ici. Nous avons donc sélectionné, en fonction du panel d'entreprises, 10 grands défis qui sont structurants pour le système de santé et sur lesquels nous avons pu positionner les différentes entreprises. Donc, à titre d'exemple et en quelques mots, pour finalement que vous puissiez comprendre un petit peu comment se traduisent certains de ces défis, sur la désertification médicale, ce défi-là, il va être adressé par des solutions qui vont permettre de faciliter l'accès aux soins et leur continuité en tout point du territoire, en palliant notamment aux zones qui souffrent de sous-densité médicale. Le vieillissement de la population, ce défi va être adressé par des solutions qui vont permettre de faciliter la vie quotidienne des personnes âgées et de manière générale, toutes les solutions qui vont englober ce qui a trait à la silver economy. Tandis que sur le défi de la fracture numérique, on va adresser finalement les solutions qui vont fournir un accès aux services à l'ensemble de la population et un accès aux services également via des solutions alternatives pour les populations qui ne sont pas naturellement, qui sont plutôt naturellement éloignées du numérique. On pense notamment aux personnes déficientes. Donc sur l'ensemble de ces 10 défis, au cours de nos échanges avec les interlocuteurs, nous avons été en capacité de positionner chacune des entreprises sur les défis de la même manière qu'elles avaient été positionnées sur les étapes du parcours prévention santé dévoilées plus tôt.
Donc voilà comment se positionne l'ensemble de ces entreprises sur les défis. On voit que finalement la couverture du panel est plutôt large sur les 10 défis, même si certains finalement sont des axes plus forts que d'autres. On le voit sur la désertification médicale et les délais de prise en charge, des enjeux qui sont adressés de manière assez forte par l'ensemble du panel. On le voit aussi sur l'enjeu de partage de l'information médicale et des données. C'est justement un axe qui a été traité et qui est traité par la société Adobis Group, donc une société de recherche et de développement qui est spécialisée dans le traitement de données sensibles et complexes. Justement, pour nous partager justement son point de vue sur le positionnement d'Adobis Group, j'invite Carla Gomez, donc directrice santé au sein de DocaPost, à prendre la parole pour nous donner ses perspectives. Bonjour à tous et je m'excuse puisque j'ai dû annuler à la dernière minute ma présence sur site du fait d'être cas contact multiples. Donc voilà. DocaPost en santé. DocaPost, on est un catalyseur numérique de l'écosystème des différents acteurs de santé, qu'ils soient du public, du secteur public, du secteur privé, que ce soit les éditeurs de logiciels en santé ou des startups. On est là pour créer du lien, du lien et de la fluidité dans le partage des informations médicales relatives aux patients. Notre objectif est de faciliter le partage des données entre les différents acteurs en s'appuyant sur nos solutions de connectivité, de contribuer à la fluidification et à la sécurisation du parcours de soins avec nos solutions de confiance numérique et de faciliter la valorisation des données de santé avec nos savoir-faire en data et en IA. Et notamment, DocaPost regroupe depuis le 1er janvier de cette année l'ensemble des savoir-faire data du groupe La Poste. Et nous avons désormais un peu plus de 120 spécialistes en data qui nous permettent de traiter l'ensemble de bout en bout les données de santé et permettent une utilisation intelligente et productive des données de santé. Et c'est notamment l'un des savoir-faire d'Adobis Group que Sandra va nous présenter. Merci beaucoup Carla. Donc j'invite maintenant Sandra Mathieu, donc directrice et cofondatrice d'Adobis Group, ainsi que Stéphane Jeannot, donc CEO d'Adobis, à poursuivre sur les activités d'Adobis Group et les enjeux qui sont adressés. Oui, bonjour. Je pense que vous nous entendez bien. Très bien. Oui, pardon. Donc bonjour à tous. Désolé de ne pas être avec vous en présentiel. La société Adobis Group, elle est issue d'une expérience acquise pendant plusieurs années au sein des systèmes d'information santé, notamment des gros établissements publics et privés, CHU, groupes de cliniques ou des CHR. En fait, le constat qu'on a fait dans une vie antérieure, c'est qu'il était important d'apporter de la transversalité à la donnée, puisqu'on a énormément de producteurs d'informations et cette situation, j'allais dire, s'est aggravée au bon sens du terme, hein, mais parce qu'on a eu une virtualisation des murs de l'hôpital et le nombre de sources de données et de silos a clairement augmenté. Donc la société Adobis Group, avec ses équipes, a conçu une solution, la solution s'appelle DataChain, et qui a pour objectif d'assurer une chaîne de valeur de la capture de l'information jusqu'à son exposition. Au milieu, on y retrouve bien évidemment les étapes de description, de normalisation, de mapping, de modélisation complexe et de transformation, avec un objectif qui est clair, c'est de répondre à des questions qu'on peut se poser, soit d'ailleurs à titre expérimental de recherche, soit pour améliorer la prise en charge, notamment des patients ou des traitements. On s'inscrit assez bien sur justement la vue 360 des patients ou la médecine des 4P, pour tout ce qui est prévention, médecine personnalisée, participative et ainsi de suite. DataChain, c'est une solution data qui permet d'accélérer, de sécuriser la mise en place d'un projet analytique en mettant une mise à disposition de fonctions pour assurer toute la chaîne de valeur. Et ce qui est important pour nous, c'est de l'assurer dans un environnement sécurisé et tracé. Donc depuis la conception de notre plateforme, on a énormément travaillé sur cette partie-là pour apporter le dossier de preuve qui va devenir de plus en plus important dès qu'on va traiter de l'information qui traite de la donnée sensible comme est la donnée de santé. Voilà, donc on va assurer
tout un linéage avec le respect de la donnée brute, avec une gouvernance native et intégrée dans le traitement de la donnée. Et puis on avait un autre challenge qui est important pour nous, c'était de pouvoir mettre un ensemble, toutes les personnes autour de la même chaîne de valeur pour éviter les ruptures technologiques et permettre un travail collaboratif et efficient. Voilà, donc on a effectivement déjà mis en place notre solution sur les plateformes de DocaPost. On est beaucoup intervenu sur la gestion de la pandémie dès le 17 mars, où on a géré près de 14 millions de questionnaires et on a remonté de l'information grâce à l'hébergement fait sur les plateformes de DocaPost au ministère ou à l'Institut Pasteur. Et on est au centre aussi du projet Agoria Santé, qui est une plateforme collaborative permettant aux industriels de faire des analyses. Voilà, j'en dirai pas plus, on a vraiment un objectif, c'est d'apporter une fluidité, une capacité à traiter rapidement et d'une manière crédible les chaînes de valeur qui doivent aboutir à une réponse à des cas d'usage ou à des questions qu'on se pose. Voilà. Donc, la solution, elle s'est étoffée et dans son côté générique, c'est juste pour compléter, elle est utilisée maintenant aussi dans des situations hors santé, comme les systèmes d'information de l'État de Genève en Suisse qui utilisent notre solution. Voilà. Merci beaucoup à Carla et Stéphane pour cette présentation très claire d'Adobe Group. Je vous propose de revenir sur la cartographie pour que vous voyez une nouvelle fois la couverture qui est fournie par le panel des entreprises sur ce qu'on appelait les grands défis du système de santé, des défis structurants. En revanche, pour maintenir ce positionnement, voire l'étendre, les entreprises ont également remonté des besoins. Donc nous voulions, en conclusion, revenir sur les grands besoins qui ont pu être identifiés au cours de nos échanges avec les interlocuteurs des différentes entreprises. Ces besoins, on a été en capacité de les structurer selon 3 grandes thématiques. La première sur les relations et les actions d'influence. Pourquoi? Parce que les entreprises, elles souhaitent être appuyées dans leur communication, et en particulier dans les relations institutionnelles. Elles souhaitent également être accompagnées via des actions de soutien, et elles ont cité notamment l'évolution des modes de prise en charge. Un deuxième axe assez important pour elles, c'est la croissance et le business. En premier temps, car les entreprises ont exprimé le souhait d'être soutenues dans la construction de leur partenariat, en étant mises en relation avec les bons acteurs, mais également soutenues dans leur croissance interne, et par là, via des financements pour soutenir le passage à l'échelle ou pour soutenir le recrutement de profils spécifiques. Ensuite, sur le troisième axe, l'animation de réseau, les entreprises ont besoin d'être mises en relation avec les bons acteurs, cette fois-ci pour faciliter l'expérimentation et le lancement de solutions, notamment dans le secteur hospitalier, donc au niveau des établissements de santé. En conclusion, la logique d'une communauté a du sens pour ces entreprises, notamment pour échanger sur ces problématiques-là et pour faciliter l'accès à d'éventuels partenaires. Donc ces 3 thématiques-là vont être justement utilisées dans la seconde partie de notre événement pour vous permettre de détailler un petit peu plus l'expression de vos besoins sur ces axes-là. Donc j'invite Adelph à me rejoindre en plateau pour que l'on puisse traiter justement dans une phase de questions-réponses les différentes interrogations que vous avez déjà pu avoir au cours de la séance. Donc Adelph et Christelle qui vont reprendre quelques questions. Donc si vous avez déjà des questions justement au niveau du chat que vous avez pu poser ou si vous avez des questions dès à présent, n'hésitez pas à les poser pour que Christelle et Adelph puissent y répondre. Alors, nous avons une première question qui était plutôt destinée à Lucine. Quelle est la technologie utilisée pour un DTX? Hop, je me reconnecte du coup. Donc sur l'aspect effectivement comment ça marche, comment effectivement quel type de technologie on va pouvoir bien utiliser pour avoir un fonctionnement sur le cerveau permettant de modifier les structures cognitives d'un cerveau d'un être humain. Si nous repartons effectivement de Lucine, on va nous utiliser
3 types de solutions. Une première qui date des années 60 et qui a été remise au goût du jour par certaines armées dans les années 80 et 90, qui sont ce qu'on appelle les fréquences. Donc, ce sont des fréquences sonores et visuelles particulières qui vont avoir comme impact de pouvoir effectivement non pas modifier la structure cognitive ou cérébrale, mais plutôt pouvoir définir une expression d'un neurotransmetteur. Donc, vous allez écouter un son, pas toujours très agréable, qui va par exemple pouvoir augmenter le taux d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, dans votre organisme et de manière extrêmement ciblée. Donc ça, c'est une première technologie qui à la base avait plutôt été utilisée pour rendre malade. Je vous invite à voir l'affaire de Cuba au mois de septembre, qui a plutôt utilisé comme arme. Et vous le savez, très souvent, entre l'arme et la pharmaceutique, les choses peuvent en découler de manière positive. Deuxième type de technologie qu'on va utiliser, c'est ce qu'on va appeler les technologies immersives, donc qui en termes techniques vont être supportées par de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, et sur lequel effectivement on va pouvoir travailler sur de l'immersivité, permettant effectivement de changer la perception du cerveau. Et enfin, on en a une dernière qui sont les thérapies cognitivo-comportementales et qui là nous permettent d'agir sur les structures cérébrales à long terme, qui sont effectivement les 3 éléments que vous allez retrouver de manière assez commune dans toutes les thérapies numériques existantes aujourd'hui sur la planète. C'est un peu plus de 300 sociétés qui travaillent sur le système nerveux central. Une autre question, quel est l'impact de la création de l'espace numérique de santé pour les entreprises de ce secteur? Peut-être Adelphes et Christelle, ça s'adresse à vous. Oui, je sais pas. Pardon. Je ne sais pas si ça s'adresse qu'à nous ou principalement aux entreprises, mais ce qui est clair, c'est que cet espace numérique de santé, c'est quelque chose, c'est presque un serpent de mer dont on entend parler depuis très longtemps, puisqu'il s'agit à l'origine du DMP, enfin du DMP, je ne sais même plus ce que ça veut dire d'ailleurs, dossier médical partagé, qui est dorénavant chaque Français. Alors, je ne sais pas si vous avez d'ailleurs été informé de la création de ce numéro. Normalement, chacun d'entre nous doit avoir un numéro, un identifiant numérique de santé. Je ne suis pas sûr que ce soit encore tout à fait la règle, mais en tout cas, c'est bien l'objectif. Et à travers cet espace numérique de santé, ce qui est en jeu, c'est effectivement, on en a beaucoup parlé, de la circulation des données de santé, et bien évidemment, avec derrière toutes les questions de sécurité qui ont été déjà également évoquées. Et puis, l'autre volet, c'est tout ce que peut embarquer cet espace numérique de santé en matière de services numériques pour accompagner les patients ou d'ailleurs les malades dans l'évolution et le suivi de leur maladie, avec un agenda numérique, avec toutes les applications qui vont bien à leur pathologie. Mais je pense que le mieux, ce serait peut-être de demander à nos amis entrepreneurs, ceux qui sont concernés directement, je ne sais pas si c'est Meia l'est directement, ce qu'ils peuvent nous en dire. Et puis peut-être que H4D, c'est peut-être moins le cas. Je ne sais pas comment vous gérez la question, mais c'est certainement un point de vue, enfin votre point de vue sera certainement très intéressant également. Oui, c'est bon. Oui, on est concerné assez directement. Après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, ça change de nom souvent, mais je pense que la leçon, on connaît bien la CNAM, on travaille beaucoup avec la CNAM, avec des gens qui font ça. Donc c'est décalé à février pour les notifications, c'est pour ça qu'on a reçu. Je pense que il ne faut pas attendre des pouvoirs publics que tout soit livré sur un plateau. En fait, ils sont là pour créer les référentiels, on va dire, d'échange. Derrière, c'est vraiment ce qu'en feront les entreprises qui créera de l'usage, et derrière, créera une dynamique. Je pense que c'est ça, c'est un peu bateau ce que je dis, mais je pense que si on attend trop que ça vienne des pouvoirs publics, on va attendre longtemps. Donc voilà, c'est le début, ça a le mérite de donner un cadre. Après, il faudra ouvrir au maximum aux différents acteurs qui sont là, les capacités d'exploiter ça et de ne pas trop écraser sous des contraintes qui partent de bonne intention, mais qui sont parfois un peu difficiles à tenir ce genre d'initiative. Je pense que c'est ça qui devrait se passer. C'est plutôt bien parti, mais il faudra recréer l'usage et il faudra laisser les entreprises créer l'usage, je pense. En effet, alors nous, on est directement impactés.
par cet espace numérique santé qui part d'une très bonne intention. L'idée, je crois, globale, bien, c'est de pouvoir être le plus efficace possible et harmoniser un petit peu les choses. Maintenant, c'est vrai que la contrepartie, c'est que c'est extrêmement lourd à mettre en œuvre. Donc, on a besoin d'avoir des équipes complètement dédiées pour pouvoir s'interfacer. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, hein, mais après, il faudra voir à l'usage, il faudra voir si les gens jouent le jeu vraiment, mais ça part, je pense, d'une très bonne idée. Oui, peut-être juste le dernier, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Aussi, il ne faut pas attendre que les médecins se ruent sur l'espace de santé, ça n'arrivera pas. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais et les patients, c'est pareil, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que les patients attendent cet espace. En fait, les patients, ils n'attendent pas cet espace. Ils ont, enfin, en tant que patient, ils vont pas dire vivement que je puisse avoir. Donc, c'est juste l'usage qu'on va créer entre les deux qui va faire quelque chose. Faut pas attendre que les gens se ruent dessus. Il faut au contraire dire, bah voilà, ce qu'on vous propose, vous, patients, ou vous, équipe de soins, qui passe par là. Enfin, c'est pas une solution en soi. Très bien, merci. Nous avons à présent 2 questions concernant la prévention. Nous avons parlé d'entreprises qui traitent les personnes qui ont une modification de leur état de santé. Nous n'avons pas abordé la dimension de prévention. Avons-nous des participations dans ce domaine? Et deuxième question concernant la prévention, pourquoi n'apparaît-elle pas dans les 10 grands défis du système de santé? Les outils de prévention pourraient générer des coûts évités importants pour notre système de soins. Donc, je pense que c'est une question à destination peut-être du cabinet de conseil ainsi que de la Caisse des dépôts. Le mieux, c'est peut-être de renvoyer l'image, si on peut, parce que si on a oublié de parler de la prévention, c'est grave. Voilà, c'est déjà le deuxième. Justement, pour y répondre, la prévention, il a été décidé de la positionner directement dans le parcours du patient et non pas seulement dans des défis. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que c'était le sens peut-être de votre question, on a un vrai enjeu à tisser du lien entre le domaine de la prévention et de la prise en charge, et c'est peut-être l'un des plus gros défis de notre système de santé. Et à ce titre, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se positionnent dessus et qui peut-être souhaiteront intervenir avec des offres qui sont diverses. Il peut s'agir d'aller faire des rendez-vous de dépistage pour certaines, en lien avec de la consultation par exemple. Il peut s'agir d'éducation thérapeutique pour d'autres, voire même de changer complètement des habitudes via de la gamification, notamment pour encourager des meilleures pratiques physiques. Donc c'est complètement en fait une dimension qui a été prise en compte et qu'on a eu à cœur vraiment de rentrer au cœur de ce parcours santé-prévention. Et c'est justement pour ça qu'on l'a nommé de la sorte. Est-ce que certaines des entreprises qui sont connectées à distance se souhaitent intervenir sur les sujets de l'ENS ou de la prévention? Alors, volontiers, je veux bien rajouter deux mots sur l'ENS, puisqu'effectivement, comme les différents interlocuteurs l'ont mentionné, il y a eu plusieurs tentatives. On peut difficilement attendre que tout se fasse top-down et que tout arrive du gouvernement. Et c'est vraiment l'esprit, en tout cas de ma compréhension, mais c'est l'esprit de l'espace numérique de santé, c'est de mettre des acteurs dans cet espace de numérique de santé, de mettre en commun et en interaction des acteurs qui vont faciliter les usages et de mettre à disposition une plateforme qui va permettre à la fois aux professionnels de santé de partager l'information médicale, mais également aux patients, aux citoyens, d'être acteurs des données de ces données de santé. Et c'est notamment l'une des activités d'une des filiales de DocaPost qui est dans la cartographie, vous le verrez, mais c'est principalement, vous avez mentionné la difficulté d'accès à l'espace numérique de santé, dossier médical partagé, le dossier pharmaceutique ou les différents téléservices. Oui, c'est compliqué, mais oui aussi, on a dans le groupe un certain nombre d'acteurs qui peuvent aider et pour lesquels on peut avoir un certain nombre de synergies puisque c'est leur métier, c'est notre métier de faciliter ce partage. Nous avons également de la part de Lucine une proposition d'intervention et ensuite, je dis pour l'équipe technique, de Vincent Vercamer de WeThings.
Bonjour, rebonjour du coup à tous. Donc sur la prévention, je voulais juste dire voilà quelques mots. Nous chez Lucine, dans la douleur, je pense que ça paraît logique. L'action de prévention est très importante et aujourd'hui effectivement il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce qu'il n'y a tout simplement pas de modèle de revenu. Alors en France, mais dans d'autres pays, vous inquiétez pas, vous regardez nos voisins, c'est pas mieux loti. Il n'y a pas de modèle de revenu pour les entreprises sur la partie prévention. Et pour travailler j'ai eu la chance d'être au Conseil national du numérique et de gérer le groupe santé pendant plus de 3 ans. Et pour avoir beaucoup rencontré d'ARS, c'est un sujet depuis plus de 10 ans que la plupart des ARS en France se battent pour essayer de trouver des modèles de revenus. Et malheureusement, ça ne sort pas, ça n'arrive pas à sortir, notamment parce que ce que la question révèle sur les coûts évités, nous n'avons pas suffisamment de données pour démontrer les coûts évités, donc derrière, il n'y a pas d'enclenchement qui s'effectue. Donc typiquement, nous, chez Lucine, nos outils de prévention que nous avons choisi de développer sont free, c'est-à-dire sont gratuits. Et c'est nos outils de traitement et de diagnostic sur lesquels vous avez un business model qui est en train de se mettre en place, qui vont en fait prendre en charge les coûts des outils de prévention, le temps qu'on ait à un moment donné un modèle de rentabilité. Mais je crois qu'effectivement, il serait temps que ce sujet ait un véritable investissement financier avec des vrais économistes, avec des vrais sachants nous permettant d'avoir un vrai business qui puisse se structurer derrière en disant ce gros mot. Voilà. Je pense que ça va être essentiel pour la suite. Très bien. Peut-être si on peut donner la parole à WeThings, Vincent Vercamer. Oui, bonjour à tous, Vincent Vercamer. Je voulais rebondir très rapidement sur ce qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord avec les remarques concernant la prévention et sur mon espace santé, en particulier avec la remarque qui a été faite par Semeya pour mon espace santé. Nous, on est aux premières loges parce qu'on participe activement à la co-construction avec l'assurance maladie sur le sujet. Et en effet, il ne faut pas attendre que les gens se ruent sur mon espace santé. Mais notre rôle, par exemple, à WeThings, c'est que pour éviter qu'on navigue à vue sur les sujets de prévention, nous, on va accompagner le citoyen pour qu'il soit en mesure de pousser ses données de santé, de pousser ces mesures qu'il va réaliser au quotidien, au domicile, et qu'il a plaisir à faire en fait dans le temps, dans son espace santé, et que c'est cette condition, on va dire sine qua non, qui évitera de naviguer à vue et qui va créer de l'usage et qui va permettre aux autres acteurs qui sont présents dans la cartographie d'utiliser ces données pour proposer des services à valeur ajoutée en santé à ses citoyens. Merci. Je crois qu'on va clore cette séquence questions-réponses et je repasse la parole à Adelphes et Christelle. Simplement pour d'abord vous remercier. Je crois qu'on a par ailleurs, l'intervention de Lucine était à mon avis très intéressante sur cette question des modèles économiques. C'est sûrement un sujet sur lequel on aura à revenir, mais je vais dorénavant et très vite passer la parole à Phoebe qui va animer la deuxième partie de notre manifestation de la journée et qui souhaitait qu'on l'applaudisse.